Insurrection, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui se passe dans le royaume des ombres, qui est gouverné par la maléfique reine Christine, et cette reine veut régner à tout jamais. Pour ça, il lui faut récupérer 10 marques de corruption. Pour essayer d'éviter ça, il y a une armée de rebelles qui va se lever et qui va essayer du coup d'empêcher la reine de gagner ces 10 marques de corruption. En fait, dans le jeu, vous allez avoir 2 façons de terminer la partie. Soit les rebelles gagnent si vous arrivez à aller au bout des 6 manches, soit c'est la reine Christine qui gagne, donc le mal, si jamais il y a les 10 marques de corruption qui sont visibles au centre de la table à un moment donné. Ça va orienter un petit peu la partie et ça va obliger les joueurs à choisir un camp, entre guillemets, en fonction des cartes qu'ils vont réussir à collectionner dans leurs mains. Donc c'est un jeu de collection de cartes où vous allez essayer d'optimiser votre main au fil des tours en fonction de ce qui va sortir et des cartes que vous allez piocher, en sachant que toutes les cartes vont être différentes, vont avoir une initiative différente, des façons de marquer des points différents, et certaines donc vont avoir des marques de corruption et d'autres pas. Je vais expliquer en détail comment ça marche. Ça reprend un petit peu la mécanique de Fantasy Realms, pour ceux qui connaissent. Donc on va avoir une main de cartes, et à chaque tour, on va échanger une carte de sa main contre une carte qui va être au centre de la table, dans le but d'optimiser sa main, comme je vous disais, et d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Pour la mise en place, vous allez commencer par installer les cartes chemin. Donc il y aura 6 cartes à chaque partie qui vont être plus ou moins différentes. Il y aura toujours la même carte de départ et la même carte d'arrivée. La carte de départ, c'est la forteresse rebelle. La carte d'arrivée, c'est le donjon de Christine. Par contre, au centre, les 4 autres cartes, vous allez pouvoir les sélectionner parmi un certain nombre de cartes différentes. Pour les premières parties, on vous conseille de jouer avec des lieux de base. Donc ce sont des lieux où il n'y a pas de pouvoir particulier. On vous dit de prendre 2 lieux de base A et 2 lieux de base B, de les mélanger, de les placer aléatoirement. Les lieux de base B vont vous permettre de mettre une carte au centre de la table, les lieux de base A, 2 cartes. Je vais y revenir, je vais expliquer. Et ces cartes au verso vont avoir par contre des petites particularités que j'expliquerai en fin de vidéo. Donc vous faites cette mise en place, la carte de départ, la carte d'arrivée, 4 cartes au centre, côté base pour les premières parties, avec 2B et 2A. Ensuite, vous allez avoir les cartes troupes. Donc ces cartes-là, il y en a tout un tas, elles sont toutes numérotées avec des numéros différents en haut à gauche, avec des couleurs différentes, avec tout un tas de choses. Je vais les expliquer à peu près comment fonctionne une carte dans quelques minutes. Et vous avez à côté des cartes héros. Donc les cartes héros, elles sont à dos doré, un peu jaune. Elles sont aussi numérotées, elles ont à peu près les mêmes caractéristiques que les cartes de base, sauf que c'est des cartes un peu plus fortes, un peu particulières. Vous les mélangerez pas avec les autres. Et pour la mise en place, vous allez tout simplement distribuer 3 cartes du paquet troupes à chaque joueur et 2 cartes héros. Les joueurs vont analyser leurs cartes et ils vont garder une des cartes héros sur les 2 qu'ils ont récupérées. L'autre sera remélangée dans le deck de cartes héros. Si vous jouez avec les lieux de base, les cartes héros, vous pouvez les remettre dans la boîte, vous n'en aurez pas besoin pendant la partie. Par contre, si vous jouez avec des cartes avancées, parfois on vous donnera la possibilité d'aller piocher de nouvelles cartes héros. Dans ce cas-là, vous les laisserez en tas quelque part. Donc les joueurs ont leur main de cartes, au total 4 cartes pour commencer la partie. Vous pouvez donner une aide de jeu à chaque joueur, recto verso, où vous allez avoir un petit récapitulatif des effets et des répartitions des cartes, et les conditions de fin de partie. Une partie d'insurrection va durer un maximum de 6 manches, puisque à chaque tour, on va faire avancer la petite figurine ici, sur les cartes, pour faire une manche. Si à la fin de cette manche, il n'y a pas eu 10 points de corruption visibles au centre de la table, on passe à la manche suivante en faisant avancer à nouveau la figurine, faire une nouvelle manche exactement de la même façon. Et on va aller donc jusqu'à la dernière carte, si jamais donc il n'y a pas eu les 10 points de corruption qui peuvent mettre aussi fin à la partie. Si on arrive à la fin de la 6e manche sans qu'il y ait eu la corruption, dans ce cas-là, c'est le bien qui gagne, et on passe à un décompte de fin, et ça va avoir une influence sur les points de victoire que les joueurs vont gagner. Par contre, la partie pourra être terminée beaucoup plus tôt si jamais, à un moment donné, au milieu de la table, il y a 10 points de corruption. Cette corruption, on va la vérifier 2 fois à chaque tour. On va la vérifier à chaque fois qu'on va piocher des nouvelles cartes pour les mettre au centre de la table. Et on va la vérifier à la fin de chaque tour de joueur. Si à la fin d'un tour de joueur, il y a les 10 points de corruption au centre de la table, on finit quand même le tour en cours pour que tout le monde joue son tour. Et on passe à un décompte de fin. Si c'est au moment où on pioche des cartes pour les mettre au centre qu'il y a 10 points de corruption, là on met tout de suite fin à la partie et on compte les points aussi. Donc voilà, il y a
deux conditions de fin, soit le bien gagne si on va jusqu'au bout, soit le mal s'il y a la corruption. Dans les deux cas, on comptera les points, c'est juste que le décompte sera différent. Donc en détail, comment ça va se passer? Tout début du tour, donc, vous déplacez votre figurine sur la première carte, qui est toujours la même, la forteresse rebelle. Cette carte, elle va vous dire que vous allez pouvoir devoir même piocher 4 cartes du deck de cartes troupes ici. Donc, vous prendrez les 4 premières cartes, vous les mettrez face visible au centre de la table. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vérifier les symboles de corruption qu'il y a sur les cartes. Donc les cartes, elles se présentent toujours de la même façon. Vous allez avoir un numéro d'initiative en haut à gauche qui sera toujours unique. Toutes les cartes sont différentes à ce niveau-là. Vous allez avoir le nom de la carte. Vous allez parfois avoir des petits symboles à côté du nom de la carte qui vont servir à compter les points à la fin. Il y aura des principes de collection. Donc là, vous avez un symbole de patte d'ours, un symbole de guerrier. Ici, un symbole de espèce de monstre. Donc tout ça, voilà, ça a une importance pour la collection en fonction des cartes qui vont vous faire marquer des points. Vous avez ensuite, de temps en temps, les fameuses marques de corruption. Donc c'est ce symbole-là qui est indiqué souvent en dessous donc du nom des personnages. Donc là, il y a une marque de corruption visible au centre de la table. C'est ça qu'il faut vérifier. Donc à ce moment-là, après avoir pioché les cartes au début d'un tour, il faut compter ces marques de corruption. Et s'il y en a 10 ou plus, ça met fin tout de suite à la partie à ce moment-là. Si c'est pas le cas, donc on vous conseille éventuellement de mettre les cartes sur 2 lignes, mettre les cartes avec de la corruption en haut et les cartes sans corruption en bas, comme ça c'est plus facile de savoir où on en est en termes de corruption. Et je finis donc avec l'anatomie d'une carte. En bas de la carte, vous allez avoir le système de scoring, donc les points que vont vous rapporter cette carte si vous l'avez dans votre main en fin de partie. Et là, il y aura plusieurs cas particuliers. Vous allez avoir de temps en temps des points tout simples, donc celle-là par exemple, elle vaut 5 points, et c'est tout. Vous aurez de temps en temps des choix, donc là, celle-là, elle vaudra 3 points. Mais ça, c'est le bien qui gagne si vous allez à la fin de la partie. Si par contre c'est le mal qui gagne, c'est rappelé tout le temps avec le petit symbole du mal ici, elle vaudra 9 points au lieu de 3. Donc il y aura pas mal de cartes dans ce type-là. Après, vous aurez aussi des cartes avec des points de victoire conditionnels. Donc celle-là, elle vaut 2 points de base, plus 1 point par logo de corruption que vous aurez dans votre main aussi à la fin de la partie. Donc les points qui vont compter, ce seront vraiment les points des cartes que vous avez en main. Les cartes qui sont au centre, elles n'ont pas d'impact sur le scoring de fin. Et enfin, pour tout en bas à droite de la carte, vous avez le nombre d'exemplaires de cette carte dans le jeu. Donc le nombre d'exemplaires, c'est-à-dire ça va être la même carte, même nom, même corruption, même point de victoire, mais elle aura quand même une initiative différente, puisque je vous dis, chaque carte a une initiative différente. Donc voilà à peu près pour les cartes, et de temps en temps, vous aurez aussi un petit symbole en dessous du numéro. Là, il pourra y en avoir 2 des symboles, vous aurez le symbole avec l'œil, et vous allez pouvoir aussi avoir le symbole avec la double épée. Ce sont les 2 seuls symboles qu'on va trouver, ce sont des actions qui vont s'activer quand vous jouerez la carte devant vous. Donc je vais les expliquer tout à l'heure, mais en gros, ils sont résumés sur la petite aide ici, je vous explique après exactement à quoi servent ces actions. Donc je reprends le tour de jeu. Première chose, on pioche le nombre de cartes indiquées en rouge, on les met au centre de la table. On vérifie la corruption, s'il y en a 10 ou plus, ça met fin à la partie, on compte les points. S'il n'y en a pas 10 ou plus, on continue. Ensuite, chaque joueur va pouvoir piocher une carte du deck. C'est l'icône indiquée avec un symbole vert ici, avec le chiffre 1. Donc tout le monde prend une carte, la première carte du deck, donc dans l'ordre de son choix, donc dans l'ordre du tour. D'ailleurs, on vous dit de désigner un premier joueur dans le jeu, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt a priori. Donc là, vous faites comme vous voulez. Donc tout le monde se retrouve avec une carte supplémentaire. Et ensuite, on va tous sélectionner une carte de notre main, parmi celles qu'on a récupérées en début de partie, plus celles qu'on a piochées, plus notre leader. On sélectionne une carte, on la met tous face cachée devant nous, simultanément. Et ensuite, quand tout le monde a sélectionné sa carte, on dévoile notre carte. Et on va pouvoir résoudre donc le tour de jeu dans l'ordre d'initiative. C'est-à-dire que ce sera le joueur qui aura joué la carte avec la plus forte initiative qui commence son tour, puis le joueur avec l'initiative suivante, et ainsi de suite, donc du plus grand numéro au plus petit numéro. Et donc, résoudre sa carte, c'est quoi? C'est première chose, vous allez avoir la possibilité d'utiliser l'effet de la carte lieu sur laquelle vous vous trouvez. Donc, sur le premier lieu, il n'y a pas d'effet particulier. Sur les lieux que j'ai mis en place ici, il n'y a pas d'effet non plus parce que j'ai joué avec des lieux de base. Mais si vous jouez à un mode avancé, certaines cartes lieux vont avoir des effets. Et donc c'est à ce moment-là que les joueurs pourront décider de les activer. Donc par exemple ici, on vous dit l'initiative la plus haute
peut piocher une carte leader, donc c'est là que ça sert de garder les cartes leader, puis remettre une carte de sa main sous la pioche correspondante. Donc soit sous la pioche de peuple, soit sous la pioche leader, en fonction du type de carte qu'il veut défausser. Donc c'est à ce moment-là que ça s'active. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser les actions des cartes que vous avez jouées, quand il y en a. Donc cette carte, elle n'a pas d'action, parce qu'il n'y a pas d'icône en dessous du numéro. Par contre, si j'avais joué cette carte, plutôt, j'aurais eu l'action de la double épée. Donc cette action, quand je veux l'utiliser, elle me permet de détruire une des cartes qui est face visible au centre de la table, de la mettre au cimetière. Donc je choisis la carte que je veux enlever. Ça permet éventuellement d'enlever de la corruption si on veut essayer d'aller au bout. Ça permet d'enlever les cartes qui peuvent intéresser les autres joueurs, parce qu'on va voir assez vite les cartes qui intéressent les autres. Et donc on prend une carte et on la met dans une des fosses à côté de la pioche. Ça c'est le premier effet qui peut apparaître sur les cartes. Le deuxième effet possible, c'est celui-ci, c'est le petit œil. Ça va vous permettre d'aller regarder la prochaine carte de la pioche ici, de l'analyser, donc secrètement, et de décider si vous voulez la mettre au centre du plateau pour qu'elle soit accessible, ou bien la remettre sous la pioche. Donc là, si vous décidez de la mettre au centre de la table, vous allez pouvoir éventuellement la récupérer ou la laisser disponible pour les autres joueurs. Vous allez pouvoir rajouter des points de corruption. Ça va influer un petit peu sur le jeu. Donc voilà le deuxième type d'effet qu'on va pouvoir retrouver. Et parfois, il n'y en aura pas, et ces effets-là, ils sont facultatifs de toute façon, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Une fois que vous avez appliqué vos effets éventuels, vous allez pouvoir échanger la carte que vous venez de jouer contre une carte qui est au centre. Et c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas récupérer la carte que vous avez jouée. Vous êtes obligé de l'échanger contre une autre carte. Donc là, si j'avais joué cette carte-là, j'aurais pu l'échanger et récupérer par exemple le gobelin, s'il m'intéresse. Donc voilà, j'ai enlevé la corruption, je l'ai récupéré dans ma main. Puis c'est au joueur suivant de activer sa carte, donc dans l'ordre d'initiative, encore une fois. Même principe, il regarde s'il a des effets qui peuvent s'appliquer, il regarde si l'effet du lieu, bon là c'est un effet commun, mais s'il est spécifique, s'il veut le faire ou pas. Et il échange sa carte avec une carte du centre. On fait tout ça, et à ce moment-là, à chaque fois qu'on va échanger des cartes, à la fin du tour du joueur, il faudra vérifier, encore une fois, si il y a 10 symboles de corruption au centre. Donc typiquement, admettons, il y avait déjà 9 symboles au centre. Moi, je joue 7 cartes devant moi. Je décide de l'échanger contre une carte qui n'a pas de symbole. Dans ce cas-là, à la fin de mon tour, il y a bien 10 symboles au centre. Et donc, ça déclenche la fin de partie. Mais comme c'est pendant le tour des joueurs, les autres joueurs vont quand même jouer leur tour. Et là, il y a une petite particularité, c'est que quand ils vont échanger leurs cartes, ils seront obligés de laisser 10 symboles de corruption au centre. Ils pourront pas enlever de la corruption pour mettre une carte qui en a pas pour qu'il y ait moins de 10. Il faut qu'à la fin du tour de chaque joueur, il y ait toujours 10 points de corruption au centre. Ils peuvent rajouter de la corruption pour en reprendre, mais il faut que ça reste 10. Et dans un cas très rare, si vraiment on peut pas faire en sorte de laisser 10 points de corruption au centre à son tour, on peut récupérer la carte qu'on a jouée. C'est le seul cas où on peut récupérer la carte qu'on a jouée, sinon il faut toujours l'échanger. Donc voilà, la corruption, elle est vérifiée au moment où on pioche les cartes au début d'un tour, et à la fin du tour de chaque joueur. Et c'est vraiment à la fin du tour, c'est-à-dire que là, je vous dis, admettons, il y a 9 points de corruption, moi je joue cette carte, et je la mets au centre pour l'échanger contre une autre. Bon, c'est pas encore la fin de partie, parce que je peux très bien la mettre au centre pour récupérer une autre carte avec de la corruption, et dans ce cas-là, on reste toujours à 9. Il n'y a pas 10 points à la fin de mon tour. C'est vraiment à la fin de son tour, si vraiment on a récupéré une autre carte qu'avec de la corruption et qu'il y a 10 points, que la fin de partie se déclenche. Voilà à peu près pour un tour de jeu. Si jamais donc il n'y a pas les 10 points, on finit le tour, donc tous les joueurs jouent leur tour. S'il n'y a pas les 10 points à la fin du dernier tour du dernier joueur, on passe au tour suivant. Donc la figurine va avancer et on recommence une nouvelle manche exactement de la même façon. Donc là on vous dit qu'il faut piocher 2 cartes à rajouter au centre de la table. Donc voilà, on a un nain ici et un ours de guerre. Il n'y a pas de symbole de corruption, donc je les mets en bas. S'il y avait eu des symboles de corruption, ils se seraient rajoutés. On aurait vérifié la condition de fin de partie. Si on était à 10, ça mettait fin tout de suite à la partie, on joue pas son tour. Sinon, on continue. Chaque joueur pioche une carte. Chaque joueur donc joue une carte face cachée. On dévoile. Dans l'ordre d'initiative, on déclenche les effets. On échange nos cartes. Et on enchaîne comme ça. Donc soit on arrive jusqu'au bout sans qu'il y ait eu la corruption. Et dans ce cas-là, on passe au décompte de fin. Soit la corruption est arrivée à 10 à un moment ou à un autre. Et on passe aussi à un décompte de fin.
Le décompte de fin, il est très simple. Vous allez prendre les cartes que vous avez en main. Donc là, vous laissez les cartes au centre parce que ça peut avoir un impact. Vous allez les étaler devant vous. Donc voilà, mes cartes, c'est celle-là. Et vous avez un petit bloc-notes. Vous allez compter les points que vont vous rapporter chaque carte. Donc là, on va dire pour l'exemple que on est allé jusqu'au bout et que c'est le bien qui a gagné. Donc c'est pas la corruption. Dans ce cas-là, mes points, ça va être, lui, il me fait 33 points, moins 3 points par autre carte dans ma main. Donc j'ai 33, moins 1, 2, 3, 4 fois 3, 12, 33 moins 12. Donc cette carte, elle me fait déjà un certain nombre de points que j'écris sur mon bloc-notes. La carte suivante, elle fait 2 points de base, plus 1 point par symbole de casque. Donc là, j'en ai un ici, donc ça fait plus 1 déjà. Plus 1 point par symbole de petit monstre. J'en ai un ici, ça fait 1 point aussi. Donc celle-là, elle fait 2, plus 1, elle me fait 4 points. Celle-ci, elle me fait 2 points plus 1 point par symbole de corruption. Donc elle me fait 2 plus 1 plus 1. Et à chaque fois, donc on compte les points, on compte vraiment les points uniquement des cartes qu'on a dans notre main. Sauf cas particulier, par exemple le nain. Le nain, il vous dit qu'il fait 4 points plus 3 points par autre nain face visible. Et quand on vous parle des cartes face visible, là, dans ce cas-là, c'est les cartes qui sont au centre de la table. C'est pas les cartes de notre main. Donc lui, il ferait 4 points plus 3 points puisqu'il y a un autre nain face visible au centre de la table. Après, vous allez avoir des systèmes de majorité. Par exemple, celle-ci, on vous dit elle fait 3 points ou alors 7 points si vous avez le plus d'ours. Donc, les ours de guerre, hein, vous voyez, vous en avez 6 ou 7, là, 6 en tout. Si c'est vous qui en avez le plus en fin de partie, chaque ours vous voudra 7 points. Sinon, ils vaudront 3 points. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir des cartes qui vont gagner plus ou moins de points en fonction de la façon dont se termine la partie. Le gobelin, il vaut 3 points si c'est le bien qui a gagné. Donc, si on est allé jusqu'au bout, il vaudra que 3 points. Si par contre, la partie s'est arrêtée avant, parce qu'il y a eu les 10 points de corruption, mais dans ce cas-là, il lui vaudra 9 points. Parce que si c'est la corruption, c'est 9 points. Vous faites le total de toutes vos cartes, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le leader avec la plus petite initiative qui sera déclaré vainqueur. Et c'est à peu près tout pour Insurrection. Donc vous avez la répartition des cartes, vous avez 50% de cartes sans symbole de corruption, 50% avec des symboles de corruption. Vous avez la répartition du nombre de symboles de corruption, il y en a qui en ont plus ou moins, il y a une carte qui a 3 symboles directement de corruption. Et en fonction des petits effets que vous allez avoir aussi sur les lieux, des fois vous voyez vous avez aucune carte qui se rajoute. Par contre là on vous dit les cartes avec les petits symboles de monstres gagnent l'effet de pouvoir voir les cartes. Vous en avez, je vais vous montrer une autre pour l'exemple, celle-ci. Vous ajoutez une carte leader à la place d'une carte peuple. Ici, là, au lieu de mettre une carte du tas principal, vous mettrez une carte leader en jeu au centre de la table. Et je vous laisserai découvrir les autres, c'est marqué dessus, de toute façon, c'est pas très compliqué. Certains effets sont peut-être un peu plus tordus que les autres. Là, pareil, à la fin du livret de règles, vous avez les explications des cartes les plus complexes. Mais généralement, c'est assez facile à comprendre. Et c'est assez facile à jouer, donc c'est un jeu plutôt familial. Ça se joue bien à peu près dans toutes les configurations. Évidemment, plus vous serez nombreux, plus ce sera difficile de suivre ce que fait chacun. Mais c'est un jeu assez rapide. Et si vous aimez cette mécanique-là d'optimisation de main à la Fantasy Realms, ça fait tout à fait le job, avec ce petit twist, d'avoir 2 façons de gagner et des effets un peu différents de scoring en fin de partie. Moi j'ai beaucoup aimé, donc si c'est le genre de jeu qui peut vous plaire, je vous invite à l'essayer. Bon jeu!